Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Au menu de votre journal, ce chiffre, 30, le prix du carburant va connaître une baisse de 30 francs à la pompe. Le gouvernement l'a annoncé aux centrales syndicales ce matin même lors d'une rencontre à la primature. Et puis à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, le voile a été levé sur le dispositif sécuritaire. Des dizaines de milliers de policiers et de gendarmes sont mobilisés pour relever le défi. Plus rien ne semble pouvoir arrêter les Érythréens. Ils ont une fois de plus dominé une étape, la 8e, qui relie Bobo Dioulasso à Dédougou. Le maillot jaune lui reste jalousement gardé par les Marocains et le Burkina conserve le maillot rose des sprints intermédiaires. Merci de suivre la télévision du Burkina. L'annonce a donc été faite par Yacouba Isaac Zida ce matin. Le carburant connaîtra une baisse de 30 francs à la pompe, de quoi réjouir en partie les centrales syndicales qui ont tout de même invité le chef du gouvernement à porter un regard sur les crises que traversent les universités du pays. Le point avec Mouankoun Dabiri. Le prix du carburant à la pompe connaît une baisse de 30 francs CFA à compter de ce jour. C'est la substance de cette rencontre entre le Premier ministre et le mouvement syndical. Il a été arrêté une diminution de 30 francs de plus. Donc 25 et 30 francs, ça fait autour de 80 francs. Ils ont voulu, dans leur nouveau élan de communication, ne pas le faire avant qu'il n'y ait eu une concertation avec le mouvement syndical. Nous venons de nous concerter, ça veut dire qu'ils vont procéder à la publication de cela. Et en attendant que nous convoquions notre conférence de presse, l'information pourrait véritablement venir avant, mais sachez que nous avons été consultés, nous avons titillé pour que davantage on en fasse plus, puisque nous avons demandé de 100 à 150 francs. Dans la même veine, les syndicats ont plaidé pour une baisse des produits de première nécessité. À cette rencontre, il a aussi été question des crises qui sévissent à l'université de Ouagadougou et au Désir. Ce qui presse pour nous, c'est quand nous entendons dans certaines régions qu'il y a des affrontements communautaires, tels que le cas de Guéno. Nous avons interpellé les autorités, tels que le cas de l'université de Ouagadougou. Il y a la question des 2 yeux également. Il y a la question des mines, où il y a des licenciements actuellement. Toutes ces questions, nous les avons évoquées et nous reviendrons là-dessus en détail à travers une conférence de presse. Tous les points de revendication n'ont certes pas été satisfaits. Cependant, les syndicats notent des motifs de satisfaction, notamment en ce qui concerne la relecture de la loi 013. Toutefois, la partie syndicale compte maintenir le flambeau de la lutte pour plus de satisfaction de sa plateforme. Je vous le disais tout à l'heure en titre, la sécurité des élections est forte de près de 25 000 hommes. Policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité de la campagne et ce jusqu'au jour du vote le 29 novembre. Le département ministériel en charge de la question est plutôt confiant. Nous confient à leur tour Mouktar Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpada. La campagne électorale s'ouvre dimanche et ce sont au moins 25 000 hommes qui sont mobilisés pour assurer la sécurité des élections, policiers et gendarmes. Les candidats à la présidentielle, eux, vont bénéficier d'une protection particulière. Ça va être la première fois au Burkina Faso où l'État va prendre en charge la sécurité de tous les candidats à la présidentielle. Ils sont a priori 14. Chacun d'eux aura une garde rapprochée et aura une garde à son domicile. La commission chargée de coordonner la sécurité de ces élections est dans les derniers réglages. Tout cela va coûter beaucoup d'argent certainement. On est dans les discussions avec le ministère des Finances. À ce niveau, le budget n'est pas bouclé d'abord. En fait, on n'a pas arrêté quelque chose de définitif. On attend donc que le ministère des Finances réagisse et on pourra vous dire quel est le budget. En plus de la sécurité à l'intérieur du pays, les frontières seront aussi bien gardées. Et selon le ministre délégué à la sécurité, le grand banditisme va connaître un sérieux recul. Et puis ce scénario a été justement dit aux candidats qui apprécient donc cet effort premier du genre. L'occasion pour eux de donner quelques suggestions, précisions, cette fois avec Souleymane Sanou et Nyarkiteda. Une innovation majeure dans la campagne électorale au Burkina. Tous les candidats à la présidentielle auront chacun une garde rapprochée. Leurs domiciles seront sécurisés de même que les meetings. Il est aussi prévu des escortes pour eux. C'est de nouveau au Burkina, une nouveauté que le ministre en charge de la sécurité partage ici avec les candidats qui ressortent satisfaits.
C'est une très très grande réunion, c'est une première, on n'a jamais vu ça au Burkina Faso. Mais comme je le disais aussi, nous sortons d'une situation un peu exceptionnelle. Donc c'est pour ça que certainement le ministère a tenu à mettre en place ce dispositif et à informer tous les candidats de son existence. C'est bien la première fois. Moi j'ai été candidat à l'élection présidentielle plusieurs fois. Eh bien, j'ai assuré ma propre sécurité. Mais c'est la première fois que l'État prend sur lui d'assurer la sécurité des différents candidats. Une occasion pour le ministre agréé de féliciter d'ores et déjà les candidats pour le calme et la courtoisie observés jusque-là. Il les a en outre invités au respect strict du code de bonne conduite qu'ils ont eux-mêmes signé. Ces valeurs devraient nous habiter avant, pendant et après la campagne électorale et même après la proclamation des résultats pour que les élections soient jugées apaisées et crédibles. La crédibilité des élections, les Burkinabés attendent beaucoup, de même que le monde entier, et les candidats ont été invités à jouer leur part pour la réussite de ce double scrutin. Et parce qu'un scrutin mal administré a forcément des répercussions sur la paix et la cohésion sociale, la CENI a mobilisé à son tour plus d'1 milliard de nos francs pour mettre à jour son personnel électoral. Ils sont 174 formateurs concernés par cette session et répartis sur toute l'étendue du territoire. Kolaï Nebié, Yolande Lompo, reportage. À jour J-22 de la tenue des élections couplées, 174 formateurs provinciaux se familiarisent avec les concepts, outils et procédures requises dans l'administration des scrutins. Cette stratégie de formation en cascade du personnel électoral, initiée par la CENI et financée par les coopérations suisses et suédoises à plus de 1,4 milliard de francs CFA. Il y a le matériel, mais il y a également la conduite des élections elles-mêmes. Donc il faut qu'ils soient bien outillés, qu'ils puissent conduire les opérations électorales de manière conforme à ce qui est prévu dans le code électoral. Une fois formés, ils seront déployés dans toutes les provinces pour partager leur expérience avec 2108 formateurs communaux qui à leur tour en feront de même pour plus de 90 000 agents de bureau de vote. Le produit que ces gens-là nous donnent, c'est le résultat de l'ensemble, donc c'est fondamental. Nous attendons 368 procès-verbaux, il y a 368 CCCR. Et à la suite de l'examen du dernier procès-verbal, évidemment, on a les résultats définitifs. Alors, la CENI donc, pourra effectivement procéder à la proclamation de ces résultats provisoires que nous espérons vraiment à jour J+1. Environ 18 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national seront fonctionnels et le défi à relever est immense. Les médias ne sont pas en reste dans ce processus électoral. Eux aussi développent des mécanismes pour assurer son bon déroulement. Zoom sur une initiative, celle de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, qui a du reste enregistré l'assentiment des autorités du pays. C'est avec Urbain Benito Somé et Bouma Ernest Nebié. Je voudrais officiellement, devant vous tous, lancer officiellement les programmes de Faso Média. Le président du Faso, Michel Kafando, lance ainsi officiellement les programmes du studio Faso Média FM 2015. Une union de plusieurs médias pour une couverture médiatique réussie des élections présidentielles et législatives du 29 novembre prochain. C'est faire en sorte que les radios de proximité puissent être des acteurs donc, du processus électoral en jouant leur partition. Nous pensons qu'il est important donc, de décrypter les programmes des candidats afin que les populations se basent sur ces éléments scientifiques-là pour pouvoir faire un choix adéquat. Émettant depuis Ouagadougou, les programmes de Faso Média sont relayés par plus de 60 radios partenaires à travers le Burkina. Des émissions de débat politique au profit des candidats à la présidentielle seront organisées. Et à l'ouverture du studio, des tirages au sort pour le passage de ces différents candidats à l'antenne ont eu déjà lieu. Nous convions tout un chacun à demeurer responsable durant cette campagne et durant surtout ces élections-là. Car au fond, nous poursuivons le même objectif. C'est quoi? C'est de faire de notre pays un pays modèle qui soit ancré dans la démocratie, dans la liberté, qui conserve les valeurs que tout le monde lui reconnaît. Rendu possible grâce à l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALPHA, avec l'appui d'autres partenaires,
Faso Média FM compte émettre même après les élections. Autour du balai citoyen de s'investir pour des élections crédibles, la stratégie de ce mouvement, c'est de voter, mais également de rester. Il invite les populations à voter et à rester vigilantes, et ce, jusqu'au dépouillement. Explication de cette campagne lancée dans plusieurs régions du pays avec Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. Doter le Burkina de dirigeants démocratiquement élus à l'issue d'élections transparentes, équitables et régulières, c'est le vœu du balai citoyen. Après ta révolution, ton vote, le mouvement procède ici au lancement de sa deuxième campagne de sensibilisation dénommée « Je vote et je reste ». Le balai citoyen organise cette campagne « Je vote et je reste » dans le souci de transparence et de pacification aussi des élections, il ne faut pas l'oublier. On veut éviter que d'éventuels résultats soient contestés. Donc pour cela, je crois qu'il est important qu'il y ait encore plus d'observations. Et nous pensons que ceux-là qui sont capables d'assurer cette observation-là et de faire le relais, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, un peu partout, c'est effectivement les électeurs. Plusieurs partenaires techniques et financiers, dont l'ONG suédoise Diaconia et la coopération suisse, soutiennent cette initiative. Une campagne qui va concerner 7 régions du pays. Le balai citoyen envisage également déployer 450 observateurs lors des élections présidentielles et législatives. C'est pour venir témoigner non seulement notre reconnaissance pour tout ce que ce mouvement a fait jusqu'à aujourd'hui, mais les appuyer et dire que nous prenons très bonne note de cette campagne que nous espérons va aller jusqu'au bout. Selon le mouvement, ces actions visent à instaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés à travers la voie des urnes. Voici pour le point sur les préparations donc de ces élections. Et pendant ce temps, à l'hémicycle, on a parlé finances, mais aussi réconciliation et unité nationale. Les députés du CNT veulent alléger les lourdeurs administratives dans les départements ministériels. Ils ont également voté la création d'un haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Le point, c'est avec Issa Kafando et Ismaël Diloma Sirima. À l'unanimité, 71 députés ont voté 2 projets de loi. Le premier est celui du projet de loi organique portant loi de finances. Cette nouvelle loi de finances va permettre de passer du budget objet au budget programme. Avec le budget programme, tous les ministres ainsi que les présidents d'institutions deviennent leurs propres ministres de budget. De plus en plus, l'accent sera mis sur le contrôle a posteriori, plutôt que sur le contrôle a priori qui pourtant va demeurer. Il faut dire aussi que cette loi instaure le mode de gouvernance de la chose publique. Ce serait une gouvernance fondée sur les résultats plutôt que sur les moyens. Toutefois, quelques inquiétudes subsistent. Du fait que les ministres et présidents d'institutions deviennent ordonnateurs principaux des crédits de leur ministère, on puisse aller à des dérives ou à des déviations. Mais c'est en cela que nous disions qu'il faille qu'au niveau de la Cour des comptes, les choses soient accélérées. Le second projet de loi porte attribution, organisation et fonctionnement du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Ce Haut Conseil, qui a un mandat de 5 ans, a pour mission d'assurer le traitement de 1065 dossiers de crimes de sang, crimes économiques et d'atteinte à l'intégrité physique de 1960 à 2015. Des félicitations reçues chez le chef du gouvernement, la secrétaire exécutive du comité africain chargé des droits et du bien-être de l'enfant salue les efforts engrangés en la matière dans le pays donc des hommes intègres. Le pays est du reste candidat pour abriter le siège du dit comité. Écoutez les propos de la secrétaire exécutive à sa sortie d'audience. Le Burkina, comme vous savez, est un pays qui respecte les textes donc signés en matière de protection de l'enfant. Ils ont été le premier pays donc à présenter le rapport périodique sur la charte africaine et le bien-être de l'enfant. Et le Burkina est le premier pays à présenter son offre pour abriter le secrétariat du comité. Donc nous allons faire un rapport que nous allons présenter et la décision sera prise par le sommet de l'Union africaine. Nous ne sommes pas ceux qui vont prendre la décision, mais déjà nous sommes satisfaits depuis que nous sommes arrivés sur les propositions que le Burkina a eu à faire.
Voilà des propos recueillis pour nous par Urbain Benito Somé et Nyarkiteda. Direction l'université de Koudougou où se tient le 10e colloque interuniversitaire sur les langues. Véritable richesse en Afrique, elles sont à la base de tout développement culturel. La coexistence de ces langues est donc un atout, lequel réponse avec Urbain Benito Somé et Zalissa Sanfo. L'ambassadeur des États-Unis, ici conférencier d'un jour, pendant plus d'une trentaine de minutes, il a tenu en haleine, professeur d'université du Burkina Faso et de la sous-région, professionnel des arts et des lettres, ainsi que des étudiants. Le thème développé, culture, langue et citoyenneté. Et pour notre orateur, la langue est l'essence même de tout. Les langues, la culture et le développement, ils sont entreliés. Que vous preniez la médecine, que vous preniez la justice, ou même la politique, maîtriser la langue, connaître la culture des gens avec qui vous parlez, vous aide beaucoup à faire votre point et à gagner, bien sûr, et à développer votre pays. Cette conférence inaugurale se tient dans le cadre du 10e colloque interuniversitaire sur la coexistence des langues en Afrique de l'Ouest. Il est question ici que les grands intellectuels se retrouvent pour essayer de voir comment on va pouvoir développer d'abord nos langues nationales avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, mais en tenant compte effectivement des langues étrangères pour qu'il y ait, comme j'ai dit, une coexistence pacifique des langues qui va amener une coexistence pacifique des peuples et des cultures. Le colloque interuniversitaire sur les langues en Afrique de l'Ouest est un rendez-vous organisé en alternance entre le Burkina Faso et le Ghana chaque 2 ans, pays des 2 initiateurs du projet. Et puis l'ambassade des États-Unis au Burkina appuie les efforts de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina. Elle a reçu un lot d'équipements de reportage et de montage. Un tour au siège de la RTB pour en savoir davantage sur la composition de ce don. Lassina Ouattara, Oumar Zombré et Tanga Kafando nous y conduisent. C'est un don d'une valeur de $28 000 américains, soit environ 18 millions de francs CFA hors taxes hors douane, que la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, vient de recevoir des États-Unis d'Amérique. Ce don vise à accroître les capacités et l'efficacité de la RTB dans la couverture de la campagne électorale qui démarre le 8 novembre prochain. Ça tombe vraiment à un moment où on avait beaucoup besoin d'équipements. Demain, nos équipements vont déjà être déployés dans les différentes régions. En tout cas, cet équipement va beaucoup renforcer les capacités de la RTB et nous en sommes très heureux. Pour l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina, le geste entre dans le cadre du partenariat entre la RTB et l'ambassade des États-Unis. Pour les autorités, nous avons besoin de vous pour faire passer le message, mais vous avez besoin de nous aussi pour recevoir ce message et partager avec le peuple, parce que ce que vous dites, c'est ce que le peuple pense que les autorités ont dit. Donc, quand j'avais visité la radio, quand j'avais visité la télévision, j'étais vraiment impressionné du travail que tout le monde faisait. Alors je me suis dit, vraiment, il faut continuer à accompagner les Burkinabés et surtout la radio et la télévision nationale. Pour chaque besoin exprimé, les États-Unis en ont offert le double ou le triple, signe que le partenariat gagnant-gagnant entre la RTB et l'ambassade des États-Unis d'Amérique est au beau fixe. Restons encore dans le monde des médias avec cette formation portant sur les énergies renouvelables. Les membres d'un réseau de journalistes et de communicateurs ont été outillés à travers un atelier organisé avec le soutien de partenaires. Monkounda Biré, reportage. L'accès à l'énergie s'avère une composante essentielle du développement économique et social. Fort de cette conviction, le réseau des journalistes et communicateurs pour les énergies et le développement durable veut interpeller les candidats à la présidentielle sur la nécessité de faire des énergies renouvelables un maillon important de leur projet de société. Bientôt les élections, on pense que c'est l'occasion pour nous d'interpeller les candidats. On l'a déjà fait pendant un panel lors de ces journées-là. Cette fois-ci encore, on va continuer comme la campagne parle bientôt. Sensibiliser les populations, qui peut même demander aux candidats qui vont venir vers eux, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement par rapport à cette problématique de l'accès aux sources d'énergie propres. Et pour porter le message, les membres du réseau ont eux-mêmes besoin d'avoir une bonne maîtrise de ces questions. La problématique et la politique de l'énergie domestique, ainsi que la voie du progrès et les solutions disponibles,
sont en partie les communications auxquelles sont soumis ces acteurs. Il va falloir travailler à promouvoir ces énergies-là qui protègent mieux l'environnement et qui protègent la santé des populations. Donc c'est justement dans cet objectif que nous souhaitons renforcer les capacités des réseaux des journalistes et communicateurs afin de permettre une plus large diffusion de l'information dans ce domaine des énergies renouvelables. Parce que nous aurons tous à gagner si nos populations se retournent beaucoup plus vers ces énergies renouvelables. En réunissant ici journalistes et communicateurs, les organisateurs entendent relever le défi des solutions innovantes par l'adhésion des politiques à les causes. Et bientôt, un code d'investissement agricole au Burkina. Des experts examinent un avant-projet de loi en la matière à Ouagadougou. Particularité de ce code, les investisseurs de l'agroalimentaire y occupent une place de choix. Les détails avec Daouda Ouattara et Mounir Akiri. Bientôt, un cadre qui va réglementer l'investissement agricole au Burkina. Les participants à cet atelier ont 48 heures pour examiner et valider l'avant-projet de loi portant code d'investissement agricole au Burkina Faso. Le privé n'intervient que quand il est sûr que ces investissements vont être rentables et qu'ils vont être sécurisés. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un code d'investissement. Nous avons déjà un code d'investissement général du Burkina Faso et nous avons mené une étude qui montre que ce code-là ne permettait pas d'assurer l'investissement dans le secteur agricole. C'est pour ça que nous avons commandité cette étude qui nous a permis, si vous voulez, de préparer un avant-projet de loi pour qu'on puisse avoir plus d'investissements dans notre pays. Créer des conditions favorables pour attirer plus d'investisseurs dans l'agroalimentaire, c'est l'objectif visé par le document soumis ici pour appréciation. Vous voyez tout que nous n'avons pas d'usine de production de machines agricoles, nous n'avons pas d'usine de production d'engrais, nous sommes obligés de les importer. Vous voyez que ça, c'est quelque chose d'important. Donc c'est un code qui va nous permettre de développer et d'avoir une usine, par exemple, de montage ou d'assemblage d'équipements agricoles, d'avoir des usines en matière de formulation d'engrais. Le présent atelier vise à permettre aux acteurs du monde rural de disposer d'un environnement incitatif pour la conduite de leurs projets agricoles. On en vient au dossier de cette édition. À Bobo-Dioulasso, s'il y a une pratique qui ne passe pas inaperçue, c'est bien l'utilisation des caniveaux pour l'évacuation des eaux domestiques. Toutes nos excuses pour certaines images qui peuvent indisposer dans ce reportage signé de Betty Bienaon et Ahadi Sandamba. Caniveau ou dépotoir d'ordures? C'est la question que l'on se pose au regard de ce qui se passe. Nous sommes dans un quartier de Bobo-Dioulasso. Il pleut et c'est comme ça que bon nombre de Bobolais se débarrassent de leurs ordures. Ici à Sia, si ce ne sont pas les ordures, ce sont les eaux usées et même celles des toilettes qui sont évacuées par les caniveaux. C'est dire que raccorder ces toilettes à un caniveau est une pratique courante que l'on constate un peu partout dans cette ville. Et pas même les constructions les plus modernes n'en font l'exception. Ils le savent bien que ce n'est pas faisable et que ce n'est pas normal. Ils connectent leurs WC, leurs toilettes, leurs eau de vaisselle. Ils connectent ça dans les caniveaux. Ils font carrément des installations pour ça. Des installations qui se font même à des endroits où il n'y a pas de caniveau, comme c'est le cas ici où l'eau des toilettes de cette cour se déverse directement dans la rue. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Et pire, il prend de l'ampleur malgré les différentes interpellations. On constate qu'il y a vraiment un grand désordre dans ce domaine-là. Il y a tout, il y a l'incivisme, il y a l'ignorance aussi. Quelle qu'en soit donc la nature de l'acte, il coûte extrêmement cher à la municipalité. Pour vous donner un exemple, je dirais que cette année, la mairie de Bobo-Dioulasso a investi environ 200 millions pour le curage des caniveaux. Une somme qui aurait dû servir à la construction d'autres caniveaux, surtout quand on sait que malgré les 100 km de caniveaux que compte la ville de Sia, le besoin en la matière reste crucial. Il y a même des voies qui, par faute de caniveaux, sont aujourd'hui menacées de disparition. C'était une rue, maintenant c'est devenu un canal en même temps qu'un caniveau, puisque tous les ordures, l'eau qui est en haut, c'est ici que ça passe maintenant pour descendre vers le marigot. Face donc à la situation, la sensibilisation s'impose. Il va falloir quand même
qu'il y ait des agents qui puissent marcher de porte à porte, essayer de sensibiliser les ménages, leur montrer l'objectif réel même de ces caniveaux-là. Passons même de porte en porte parce qu'on a un service de maîtrise d'œuvre sociale qui est ici, qui anime les animations, les sensibilisations. On fait du porte en porte. Des réflexions sont en cours pour une législation propre à la question, ainsi que pour des sanctions liées à la pratique, nous ont confié les services techniques municipaux. Mais en attendant cela, c'est un réseau de caniveaux qui est utilisé à d'autres fins dans la belle cité de Sia. Et je vous l'annonçais en titre, rien n'arrête plus la course folle des Érythréens. La 8e étape la plus longue du Tour du Faso a été dominée par Debesay Mekseb qui offre à l'Érythrée dans la foulée sa 5e victoire d'étape. Résumé de cette course avec Salifou Belem, Gérard Sommet et Modeste Ouedraogo. Les 6 redoutables, non. Les 6 intouchables, c'est encore non. Les 6 fantastiques, cette fois, c'est oui. Ce sont là les termes qu'il faut pour traduire la domination et l'intelligence tactique de ces monstres venus de l'Érythrée. C'est une vraie démonstration de force sur ce tour. Au sprint, Debesay Mekseb, plus puissant, traverse la ligne d'arrivée en premier et signe une 5e victoire érythréenne après 8 étapes. Dans la matinée à Bobo-Dioulasso, tous les 57 coureurs sur la ligne de départ nourrissaient l'espoir de remporter cette 8e étape, longue de 174 km, sous les regards des ministres David Cabré d'Espoir et Loisirs et Youssouf Ouattara de l'administration territoriale. Le Burkina Faso affiche ses intentions dès les premiers kilomètres. Les tentatives de sortie se succèdent sans grande réussite. Néanmoins, 3 hommes atteignent le premier point chaud à Bekui. 3 coups de rein ont suffi à Saïdou Bamogo pour prendre le large devant Boalem Belmokhtar de l'Algérie et Abdoulaye Sokondo du Burkina Faso. Le deuxième point chaud de la journée disputée à Kosso est groupé. Rasmane Ouedraogo du Burkina Faso passe en premier devant le Marocain Lassane Saber. Abdoulaziz Nikima est 3e. Les forçats de la route continuent leur progression vers Dédougou. Avant le dernier sprint intermédiaire, le peloton est ralenti par une chute qui concerne le Congolais Fiston Doukoua et les Burkinabés Karim Bonkungu et Abdoulaye Sokondo. Au dernier point chaud à Kari, Abdoulaziz Nikema, plus vif et rapide, s'impose devant son coéquipier Rasmane Ouedraogo et le Suisse Michael Kibouz. Les 20 derniers kilomètres s'annoncent donc palpitants. Rasmane Ouedraogo, très en vue, et l'Algérien Abderrahmane Bechelagouem prennent de l'avance sur le reste du peloton, mais seront rattrapés avant les 5 derniers kilomètres. L'emballage final sera jugé donc au sprint. Un exercice remporté par Debesay Mekseb de l'Érythrée devant Bachirou Konté de la Côte d'Ivoire et Abdallah Ben Youssouf de l'Algérie. Rasmane Ouedraogo, premier burkinabé, est 5e. Merci donc à cette équipe composée donc de Modeste Ouedraogo et Gérard Sommet et Salifou Belem qui nous font vivre chaque soir donc ce tour du Faso. Un tour d'horizon à présent des journaux de la place pour leur dernière parution de la semaine. Les quotidiens sont revenus sur la plénière d'hier au CNT. La revue de la presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. L'article 37 est verrouillé, le Sénat supprimé, se réjouit le quotidien le soir. Le journal précise, en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président du Faso, consécutivement ou par intermittence. Pour le quotidien, le CNT a repoussé les limites des repères du mal. Citoyen et formel, l'article 37 verrouillé à jamais. De son côté, aujourd'hui au Faso, titre en attendant la 5e République, le Sénat biffé, l'article 37 verrouillé, c'est donc une volonté populaire acté selon le journal, qui rappelle également que le début de la campagne électorale, c'est pour ce dimanche. Battez campagne, mais ne vous battez pas, prévient le pays, en direction des 14 candidats. Des candidats qui vont rivaliser pendant 21 jours sur le podium pour distiller la meilleure note musicale afin de conquérir le maximum de fans, plutôt de voix. C'est le résumé humoristique de la une de l'Observateur. Le bal des prétendants s'ouvre ce dimanche, souligne le journal.
Le président de la transition, Michel Kafandou, ici flûtiste, semble jouer cette dernière note en attendant son successeur. Le batteur de djembé, Yacouba Isaac Zida, Premier ministre, lui également semble attendre son remplaçant. Barthélémy Kéré de la CENI, joueur de Goni, et le balafoniste Kassoum Kambou du Conseil constitutionnel, eux devront davantage prolonger la musique jusqu'à l'ultime note, l'investiture du futur président du Faso, post-transition. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne la télévision du Burkina.